Bonjour, bienvenue à J'ai une idée, bienvenue à cette deuxième partie sur l'incroyable ascension vers le numéro 1 mondial en podcasting, mais aussi en influence de Mel Robbins, la fameuse Mel Robbins du podcast du même nom, celle qu'on connaît à cause de la théorie Let Them, celle de 5-4-3-2-1 dont on a parlé dans l'épisode de la semaine dernière, que je vous invite à aller écouter. Et on poursuit donc aujourd'hui. Je me suis intéressée au blueprint de son ascension. C'est-à-dire que j'ai essayé d'aller un peu plus loin que ce qu'on raconte habituellement, puis même elle, sur son site, où elle dit « Ah, écoutez, moi, j'étais criblée de dettes. » C'est toujours ça son histoire, tu sais. J'étais criblée de dettes, en dépression, ça allait mal à la maison, je buvais trop, je procrastinais. Et là, j'ai découvert la 5-4-3-2-1 rule, là. Sa règle du 5-4-3-2-1 pour se mettre en action. Et donc, j'ai découvert cette règle-là et ça a changé ma vie. C'était un pitch excellent parce que c'est vraiment ce livre-là, ce discours-là, ce qu'elle a dit dans son TED Talk qui est devenu viral, qui était un des moments piliers de son grand break mondial, parce qu'on s'entend, le Mel Robbins podcast, c'est dans 194 pays. Quelque chose d'extraordinaire, c'est mondial, les gens l'écoutent partout, c'est des millions de downloads chaque semaine, c'est 28 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, c'est un impact énorme. Mais donc, cette théorie-là, qui lui a permis de publier un livre qui est devenu un best-seller international, qui était quand même le véritable tremplin vers cette percée mondiale-là, ce livre-là. Derrière ça se cache énormément de travail, d'initiatives, d'échecs, de succès, et c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, mon nom est Jeannie Duquette, je suis stratège de haut niveau, ancienne PDG dans l'industrie musicale, conseillère en notoriété et spécialiste des récits invisibles du succès. À J'ai une idée, on vous emmène dans les coulisses de la stratégie, du pouvoir et de l'influence. J'ai une idée, c'est un podcast francophone d'opinion, sans entrevue ni détour, une voix seule, mais jamais isolée. On y explore des trajectoires publiques, des modèles d'affaires, des mouvements culturels, des figures connues et leurs angles morts, Taylor Swift, Goop, les séries Netflix, les grandes marques, les femmes en politique, tout y passe, mais toujours à travers un regard expert, stratégique et narratif. Ici, on ne commente pas l'actualité, on la décortique pour mieux comprendre les dynamiques invisibles derrière le succès. Et aujourd'hui, on poursuit notre exploration de l'ascension formidable de Mel Robbins. C'est drôle, j'ai eu plusieurs courriels la semaine passée suite à mon épisode 1 parce que, entre autres, on m'a dit que c'était pas assez long. Et vous avez raison, c'est comme si vous êtes celles qui sont habituées de m'écouter parce que c'est deux allô Lise, allô Madame Labriski. Vous m'avez certaines qui m'ont écrit, peut-être que c'est parce que vous me connaissez, mais la semaine dernière, je m'en allais au Content Fest. Alors le mardi, normalement le mardi matin, j'enregistre mon podcast, ensuite je le poste, mais là je partais au Content Fest. En plus, Perfect Storm, ma fille est malade, elle reste à la maison. Puis là, j'ai ma cliente qui s'en vient, on s'en va ensemble au Content Fest. Bref, tout ça arrive en même temps, donc j'ai eu peu de temps pour vous faire le podcast. Et ceci dit, j'avais déjà prévu de le faire en 2 parties, peut-être même 3, si les enseignements de Mel Robbins vous intéressent, parce que un succès si planétaire, si exponentiel que ça, évidemment, ça a du contenu.
Ça tient dans le contenu, ça tient dans ce qu'elle partage, dans le fait que les gens en demandent et en redemandent, le partage, puis que c'est fait de façon... Parce que en écoutant, plus j'écoute du contenu de Mel Robbins, plus je comprends les mécaniques derrière la construction de son contenu. Moi, ça fait 8 ans que je fais du marketing en ligne ou j'ai fait plusieurs cours d'entrepreneuriat en ligne ou de marketing en ligne ou de copywriting. Je me suis beaucoup intéressée à ça, à comment développer et convertir du contenu digital et la façon dont on fait le contenu, puis c'est ça qui est devenu l'expertise chez Jeannie D, c'est la façon dont le contenu est construit détermine si tu vas aller rejoindre ton audience, puis si tu vas être capable de les engager, qu'est-ce que tu vas leur dire pour les motiver à te suivre, à acheter ce que tu proposes, etc., etc. Alors, puis dans le cas de Mel Robbins, c'est clair que c'est extrêmement bien fait. Mais la raison pour laquelle j'ai voulu aussi m'intéresser, donc, tout ça pour dire que oui, c'est vrai, la semaine dernière, j'ai coupé ce cours parce que Jessica est arrivée dans mon driveway. Fait que vous me connaissez. Maintenant, je vous avais promis une deuxième partie. Alors, embarquons dans le vif du sujet. Et si jamais vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés au contenu de ce que je propose avec J'ai une idée, des gens qui s'intéressent au développement de leur réputation, de leur carrière, de leur entreprise en ligne, ces épisodes-là sur Mel Robbins pourraient les intéresser. Je vous invite à les partager. Je vous invite à liker le podcast. Faites-nous des commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Puis ça m'aide beaucoup à poursuivre, à vous proposer ce contenu-là gratuitement. Alors, donc, l'histoire de Mel Robbins, ça se résume pas à une avocate qui est un peu commentatrice à la télé, qui soudainement a un podcast mondial. Parce que si on regarde, ça a l'air simple de même. T'sais, c'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, qui rêvent ils disent, OK, je lâche ma job, j'écris un livre, puis je deviens famous. Là, vous allez dire, Jeannie, c'est pas ça que t'as fait, toi? Bon, moi, j'étais très lucide. En fait, moi, je pensais écrire mon livre puis retourner. Je pensais prendre une petite pause de mon travail de productrice puis de PDG d'entreprise, d'écrire un livre qui était un livre sur le leadership féminin pour m'aider moi-même puis pour aider mes consoeurs. Mais je suis jamais revenue. Oui, il y a des gens qui me disaient « Jeannie, un livre, c'est pas un plan d'affaires, ça n'a pas de bon sens, tu peux pas construire quelque chose avec ça. » Je ne l'avais pas pensé comme ça. Mais ceci dit, je veux vous dire que ce qui est pas vrai aux États-Unis, mais c'est encore moins vrai au Québec, c'est que faire un livre de croissance personnelle, de motivation, de mindset, d'intelligence émotionnelle, ce que Mel Robbins propose comme contenu, c'est beaucoup de la motivation, comment je fais pour me dépasser, c'est du coaching, c'est de l'auto-coaching, c'est elle-même qui se raconte puis qui vous donne ses trucs pour arriver à vos fins. Ce genre de contenu-là, c'est pas facile là, de le monétiser et de se démarquer dans un océan de personnes qui proposent le même genre de contenu. Il y a des gens qui disent « Mais Robbins, es-tu parent avec Tony Robbins? » Hein? Je pense que non, mais Tony Robbins, c'est un des piliers là, dans ce domaine-là, mais il faut travailler fort pour se démarquer, puis encore plus quand on est une femme. Alors, c'est pour ça que je trouve son succès aussi admirable. Alors, on retourne quand on a laissé en première partie. Mel Robbins vient de faire un TED Talk où elle va parler... En fait, c'est quand elle dit qu'elle décompense sur scène, puis elle dit qu'elle a même un rash. On peut le voir quand on regarde là, son TEDx viral, qui est devenu viral, mais 2 ans plus tard. Donc, elle le fait en 2011, devient viral en 2013. Mais elle dit qu'elle a un rash dans le cou, puis que ça paraît même, qu'elle est tellement nerveuse qu'elle se met à dire un peu n'importe quoi, mais dans son instinct, ce qu'elle raconte, c'est sa règle du 5-4-3-2-1. C'est la genèse de cette règle-là.
Si bien que quand le contenu devient viral 2 ans plus tard, c'est là que va venir l'idée de faire un livre avec cette règle-là du 5-4-3-2-1. Mais ce qu'on a moins vu, c'est qu'est-ce qu'elle faisait pendant ce temps-là. Parce que, tu sais, si on suit le narratif, parce que moi, c'est ça qui m'a intriguée, ça dit, mon mari et moi, on avait une dette de 900 000 $. J'étais couchée dans mon lit, j'étais plus capable de sortir de mon lit. J'ai inventé le 5-4-3-2-1, puis là, pouf, ça m'a... Tu sais, ça a l'air comme d'une baguette magique. C'était pas tout à fait comme ça que ça se passait. Donc, tu sais, d'avocate est passée à commentatrice sur CNN, elle commentait du juridique. Et là, suite à ces contrats-là, elle s'est fait offrir une émission de radio. C'est ça qu'on voit moins, là. Elle s'est fait offrir une émission de radio dans son coin à Boston qu'elle animait. Elle était commentatrice au début, puis ensuite, elle a eu son show. C'était un genre de talk show où les gens appelaient. Il y avait beaucoup de... Elle a un background, quand elle était avocate, elle a aidé les gens à l'aide juridique, elle a côtoyé la misère, donc elle s'est mise à vouloir sortir les gens du pétrin. Donc, elle avait un ton très empathique à la radio, donc je veux vous aider à vous aider, mais aussi un ton, et ça, c'est ce qui la caractérisait dans son coaching, elle avait un ton très confrontant. C'est-à-dire que, OK, je vais t'aider, je vais te tendre la main, mais si tu bouges pas, je te lâche. Et ça aussi, c'est un de ses traits caractéristiques, c'est qu'elle va domper ses clients qui ne sont pas engagés. Donc, elle est coach et elle est animatrice à la radio, là. C'est comme ça qu'elle subvient à ses besoins jusqu'à son viral de 2013, qui a été le game changer pour elle. Mais donc, elle est à la radio et elle fait du coaching. Et là, quand arrive le viral dans le viral, c'est là, elle avait son podcast, je pense, sur Sirius, où on lui offre un meilleur positionnement sur un podcast. Donc, elle fait de la radio, mais elle a aussi un podcast sur Sirius, qu'elle autoproduit elle-même, qui ne doit pas être super payant, mais ce qui est bon, c'est sur la visibilité, puis ça lui permet d'aller chercher des gros clients en coaching. Et là, donc, elle n'a pas peur d'investir. Et là, je vous disais, à la fin de l'épisode de la semaine passée, que elle commence à avoir des demandes pour des conférences, qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas assez payée pour ses conférences par rapport aux hommes. Elle se fait toute une stratégie pour le développement de sa carrière de conférencière, ce qui lui donne une certaine assise puis une certaine sécurité. Et là, elle va commencer à demander des cachets équivalents à ceux des hommes et ces cachets vont aller jusqu'à 100 000 $ par apparition, là. Et elle développe sa carrière de conférencière. Donc, ce que j'ai vu, c'est que dès le début, elle prend les moyens de ses ambitions, elle fait produire par des professionnels tout le contenu visuel de sa présentation. Elle se monte une vraie conférence. Elle investit les montants. C'est ça aussi. Si on veut, il y a beaucoup de gens dont la carrière ne se développera pas parce qu'ils s'attendent à convertir à chaque étape. Ils investissent pas beaucoup. Hein? J'ai des gens qui disent, je leur dis, c'est possible d'aller faire une apparition à telle place, d'être sur un panel à tel endroit, d'être sur une conférence à telle place, parce que c'est ce que je fais, là. Proposer des opportunités aussi là, à mes clients dans le cadre de mon rôle chez Jeune Idée. Puis il y en a qui me disent, je suis payée? Mais là, je vais-tu pouvoir vendre mes services? Je vais-tu pouvoir faire ci? Il y a un long game dans la visibilité publique pour convertir. Puis ça, Mel Robbins, là, elle l'avait très bien vu. Alors, je suis certaine que elle paye ses billes avec sa job à radio locale. Ensuite, elle fait son coaching aussi. Et là, quand donc son podcast devient viral, son TEDx devient viral, là, les opportunités se mettent à rentrer et c'est là qu'elle est bien positionnée pour vraiment convertir ce qu'elle avait investi. Donc, cette visibilité-là, cette viralité-là, ce TEDx-là a été vu à 33 millions de vues, lui donne des opportunités. Une affaire qui apparaît pas, c'est qu'elle a publié un livre en 2010.
avec une maison d'édition, un livre qui n'a pas fonctionné. Et et je vous le dis, les échecs sont aussi importants que les succès. Alors, quand j'ai gratté un peu plus sur son livre, ce livre-là, qui n'a pas marché, là, je vais vous dire le titre, j'ai sorti ça ce matin. Donc, le livre qui n'a pas fonctionné en 2010, elle l'a fait produire par une maison d'édition. C'est ce qui lui a donné l'idée de s'autoproduire elle-même quand est venu le temps de sortir, parce que là, son TED Talk est viral, elle veut produire le livre qui vient avec, mais elle décide de le produire elle-même. Et comme elle l'a produit elle-même, c'est devenu non seulement quand c'est devenu un best-seller, elle en a profité financièrement, effrayant. C'est devenu le livre donc le plus populaire cette année-là, je pense, un des plus populaires sur Audible, sur Amazon même. Je pensais que c'était le numéro 1 sur Amazon pendant longtemps. Donc, basé sur ces règles pour le 5 seconds rule. Donc, alors, et c'est là, donc, là, elle sort un livre qu'elle a publié elle-même, qui est monétisé grâce à toute la visibilité qu'elle a eue avec Sirius, toute la visibilité qu'elle a eue avec le digital. Fait que là, elle vient de comprendre, le digital, c'est ultra payant. Alors, c'est là qu'elle se met à réfléchir, donc, son contenu en fonction du digital. Mais là arrive ce que beaucoup de coachs, de conférenciers, de gens qui ont un gros succès médiatique arrivent des offres de la télé. Mel Robbins va se faire offrir d'avoir son show télé. Après avoir eu un show radio, ensuite, elle avait son propre podcast sur Sirius. Elle est approchée donc par Disney, je pense, et Sony. Et elle est approchée pour avoir son propre show radio. Ça, c'est la télé. Ça, c'est l'apothéose pour les gens de la génération X. Le modèle, c'est Oprah. Le blueprint, c'est Oprah. Donc, avoir un show de jour qui va être distribué dans tous les États-Unis. Elle va parler de croissance personnelle. Elle va recevoir des gens qu'elle va aider. C'est le modèle Oprah. C'est ce qui doit la faire rêver. Donc, on lui déroule ça sur un plateau d'argent. Mais la télé, c'est un autre médium, c'est une autre réalité. Ceci dit, ça semblait être formidable. Elle a fait aussi une apparition à un autre show télé qui s'appelait Monster in Law, où elle allait aider les beaux-parents, là. Ça, c'est un show télé qui n'a pas fonctionné, mais son propre show à elle, qui est sorti en 2019, donc suite à ce rayonnement-là, qu'elle a eu en ligne mostly. Là, elle s'en va dans les médias traditionnels et c'est un échec. C'est un échec critique et c'est un échec public aussi. Les ratings sont bas. Elle est sortie en même temps que Kelly Clarkson. Donc, elle perd son show télé. Évidemment, ça doit être une énorme déception. Puis un show télé syndiqué tous les jours, c'est énormément de travail. Je ne sais pas comment le reste de sa vie digitale s'est poursuivi, mais elle, là, elle faisait du coaching, elle vendait des programmes en ligne, elle vendait des livres, elle a sorti un deuxième livre sur le High Five Theory, là, c'était quelque chose d'un petit peu plus positif, ça disait chaque matin, tu te fais un high five dans le miroir, tu te félicites, tu te motives comme ça, après le 5, 4, 3, 2, 1, donc une théorie simple, mais qu'elle décortique dans un livre, même formule que le 5, 4, 3, 2, 1, qui a autant de succès aussi, mais la télé, ça fait pouette-pouette, ça fonctionne pas. Alors, après cette incursion-là à la télé qui n'a pas fonctionné, 2019, arrive 2020, arrive la pandémie. Et là, pendant la pandémie, grosse remise en question, mais une espèce de vide, un vide qui est, dans son cas, sera révélateur. Elle a réfléchi donc à son échec et ça lui a... puis elle a réfléchi à ses succès aussi. Et ça allait être la genèse de ce qu'allait devenir le Mel Robbins Show qui est sorti en 2022. Je ne suis pas sûre si le succès télé
était arrivée, bien évidemment, elle n'aurait peut-être pas fait de podcast après, mais est-ce que le contenu de son show aurait été aussi bon qu'il l'est là? Parce que tout ce qu'elle n'a pas pu faire, parce qu'elle explique son échec télé en disant que c'était pas vraiment elle, qu'elle n'avait pas énormément de contrôle sur le contenu. Bon, c'est toujours un peu difficile. Pourquoi le public n'a pas suivi? Peut-être que son approche pour le daytime, tu sais, pour les gens dans le jour, son approche est un petit peu trop directe, est un petit peu trop confrontante. Tu sais, c'est comme, elle faisait du talk radio, tu sais, comme la Paul Arcand de la croissance personnelle. Le monde appelait, puis elle les confrontait, puis elle leur disait, tu pourrais faire ça. Elle faisait ça à la radio, elle fait ça aussi dans son podcast sur Sirius. Peut-être qu'à la télé, ça se traduisait mal. Les gens sont sensibles à la télé. Si tu les brasses un peu trop, ils vont être vite sur le piton pour chialer. Donc, au niveau du persona, elle disait qu'elle se limitait trop, donc à être un petit peu trop lisse. Puis ses conseils de vie étaient un petit peu trop safe, aseptisés. Puis évidemment, énormément de compétition. Alors là, elle repense à son contenu. Puis elle s'est dit, bien, probablement, moi, là, c'est moi qui extrapole, mais elle s'est probablement dit, bon, là, ce qui a toujours fonctionné pour moi, c'est que je vais être all-in moi. Je ne me censure zéro. Je retourne en digital, puis de toute façon, mes plus gros succès ont été en digital. Ces livres qui ont été tu sais, qui l'ont catapulté, et financièrement, probablement, et au niveau de la diffusion, hein, ça s'est propagé un petit peu. Hey, là, on s'entend, là, c'est 187 millions d'épisodes téléchargés depuis 2022 seulement du Mel Robbins Show. C'est-tu assez extraordinaire, ça? 194 pays, 1,5 million de téléchargements par semaine. Hein? 3 millions d'abonnés YouTube, juste monétiser sa chaîne YouTube. C'est super intéressant ce qui se passe pour elle. Puis, donc, genèse et remise en question pendant COVID, et le podcast, donc, va sortir en 2022. Ça va commencer tout simple, elle, ses conseils, ce qu'elle a à dire, et avec un contenu ultra performant, ultra préparé pour parler directement à ceux qui la suivent puis ceux qui l'aiment. Et là, l'explosion arrive pour Mel Robbins. Des années à la radio. En 2022, là, ça fait depuis, grosso modo, probablement 2004 qu'elle est à la radio. Que ce soit la radio ou à TV. Donc, c'est une communicatrice aguerrie rendue là. Elle n'a pas commencé un podcast, parce que c'est ça, les gens vont se dire, je vais commencer un podcast, puis ça va devenir extrêmement populaire. Elle a suivi des coachs de voix. En fait, c'est que suite, je vous donne un exemple, suite à son TED Talk qui est devenu ultra viral, elle a suivi des cours de voix pour poser sa voix sur son podcast à 600$ de l'heure, son coach. Elle a énormément investi dans la qualité de son contenu, tellement que ça paraît pas. Et c'est ça aussi, cette aisance-là qu'elle a à communiquer. Donc, 20 ans comme communicatrice. Mais ensuite, quand tu es avocate, tu as à communiquer beaucoup. Donc, c'est déjà une excellente communicatrice de base. Ensuite, elle a toute l'expérience. Ensuite, elle s'est fait coacher. Elle s'est fait coacher au niveau de la voix, probablement au niveau de la posture. Elle investit aussi toujours dans sa production. Donc, c'est pas juste... Tu sais, il y a des gens qui font du contenu. Puis moi, je dis, si vous voulez faire du contenu puis avoir un grand impact, il va falloir investir dans la forme autant là, que vous investissez de temps pour faire le contenu. Parfois, moi, j'ai fait un contrat avec moi-même, mais je vous donne un exemple. Depuis que Faire une femme de soi, mon autre podcast, qui est aussi une émission de radio, mais depuis que Faire une femme de soi est filmé, là, c'est devenu un média audiovisuel. Alors, je le traite comme de l'audiovisuel. Donc, oui, maquillage, coiffure avant. Oui, je m'organise pour
pour que ça paraisse bien à l'écran. J'organise l'éclairage, j'avertis mes invités en conséquence. Tout ça, c'est pas... on devient un médium audiovisuel, on n'est plus juste un médium audio. Ben maintenant, il faut travailler le visuel, il faut travailler le rendu. Donc, c'est sûr que je vais optimiser mon contenu en fonction de ça. Donc, on part un podcast audiovisuel. Il y a comment on va... Ça va être quoi le look? Comment on va s'habiller? Comment on va... C'est pas superficiel. C'est professionnel de penser à ça. Donc, elle, bien qu'elle filme son podcast chez elle, son décor a été pensé, conçu pour attirer l'attention, pour être agréable au visuel, même si elle est toute seule à l'écran, même si ça a l'air simple, c'est très étudié. Donc, la voix a été travaillée, l'intention est travaillée, le contenu est travaillé, c'est ultra professionnel. Donc, ce n'est pas un succès qui est dû à un hasard, mais bien à 20 ans d'essais et d'erreurs et d'échecs qui ont probablement formé l'experte qu'elle est devenue autant que la communicatrice qu'elle est devenue, autant que la productrice qu'elle est devenue, parce que tout ce qu'elle a autoproduit, donc il y a du succès maintenant, cette formule-là qu'elle a développée, elle la met au service de d'autres. Elle a sorti sa propre compagnie de production, 143 Productions, où elle produit d'autres contenus et un autre podcast est prévu pour 2025 là, dans son deal avec Sirius parce que c'est Sirius qui distribue donc toujours cette nouvelle version là, du Mel Robbins podcast. C'est toujours avec Sirius, mais c'est un deal. Là. Si Alex Cooper a eu au-delà de 100 millions, dites-vous que Mel Robbins est dans les est dans le même là, dans le même range. C'est sûr que, donc, elle monétise déjà son contenu, en plus de ses revenus YouTube, en plus de ses revenus de vente de produits en ligne, en plus de ses revenus de vente de livres qu'elle distribue elle-même. Et là, la tournée, le podcast, Mel Robbins, le podcast en tournée. Parce que moi, ça fait... depuis... au sortir de la pandémie, là, j'ai su que une des choses qui se vend le mieux en salle, partout, là, c'est un phénomène nord-américain, je ne sais pas en Europe, mais nord-américain, c'est des podcasts enregistrés devant le public. Beaucoup plus que de la musique, parce que la musique a de la difficulté à se marketer numériquement. C'est des gens, j'ai jamais vu des gens résister à un changement comme ça. Je l'ai déjà dit, je le comprends, mais en tout cas, fait que bref, eux autres, ils galèrent un peu encore, le monde de la musique, parce que ils sont pas totalement dans le marketing numérique. Alors, les artistes ont de la difficulté à se faire connaître, à se faire aimer, puis à remplir leur salle. Alors, maintenant, c'est des podcasters qui enregistrent devant le public, puis Mel Robbins là, a commencé à faire ça. Donc, est-ce que vous voulez que je vous refasse un... Est-ce que c'est important que je vous refasse l'espèce de chronologie? Parce que... donc, il y a eu jusqu'au TEDx viral, là. Donc, il y avait de la radio, il y avait du commentaire. Puis, je vous parle de la radio locale, là. Et ensuite, donc, elle quitte à la fois la radio, à la fois Sirius. Elle s'en va faire des conférences, elle lance des produits en ligne en 2014, etc. Elle sort son livre, le 5 Seconds Rule, qui devient un succès mondial. Il est auto-édité sur Audible. Elle travaille sa voix, des coachs, etc. Le livre est traduit en 41 langues. Ça s'en va partout dans le monde. Elle fait aussi du coaching pendant ce temps-là, du coaching en entreprise, des grandes marques qui s'associent à elle. Elle va les aider à l'intérieur des entreprises, mais ils vont aussi éventuellement devenir partenaires là, dans le contenu qu'elle va proposer. Ensuite, elle développe des produits en ligne avec...
et du contenu avec 143 Studios, sa propre entreprise de formation puis de production. Là, elle va proposer du coaching en ligne un peu, là, comme le Mindset Challenge, un Reset, ton propre pouvoir personnel. En 2019, donc, les offres viennent toutes vers elle. C'est là que je vous ai dit, tu sais, les offres, les choix que tu vas faire à ce moment-là vont déterminer si ça va durer ou pas. L'échec de la télé, je suis pas convaincue que c'est un mauvais choix, même si on pourrait le voir comme ça, parce que selon moi, c'est à cause de cet échec-là et surtout du fait qu'elle n'avait pas de contrôle tout à fait sur le contenu. Elle a dû faire beaucoup de concessions pour devenir quote-unquote grand public. Et donc, l'échec de ce contenu-là, probablement, a été la genèse du succès du futur contenu du Mel Robbins Show. Donc, arrive la COVID où là, elle se remet en question, elle analyse son échec à la télé, elle analyse ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. Je pensais que c'était juste un petit peu avant COVID, mais non, c'est pendant COVID qu'elle écrit le High Five Habit. Donc, se faire un high five le matin, ce livre-là. Vous voyez, c'est un concept qui a l'air simple, accessible à tout le monde, mais qu'elle décortique dans un livre. Donc, il y a eu 5, 4, 3, 2, 1. Ensuite, le High Five Rule. Ça sort en 2021. Même chose, devient un succès mondial. Partout dans le monde, traduit en plein de langues. Et ensuite arrive donc le Mel Robbins podcast. Et là, elle fait tout ce qu'elle veut. Tu sais, ce qu'elle n'avait pas le contrôle à la télévision, là, elle fait tout ce qu'elle veut en numérique. C'est elle-même 100%, sauf qu'elle peut aussi concevoir son contenu en fonction de tout ce qu'elle connaît sur le développement d'une audience en ligne. Et là, ça fait assez longtemps. Elle s'est intéressée elle a eu une petite incursion là, entre le droit puis la carrière de commentatrice à la radio. Elle a fait une petite incursion dans des startups puis dans le numérique. Elle s'est intéressée à ça. Et c'est ce qui a fait qu'elle était prête là, quand l'explosion avec le TED Talk est arrivée. Donc, c'est ça. Fait qu'elle est prête là, avec son Mel Robbins podcast qui devient donc numéro 1 sur Audible, une plateforme qu'elle comprend bien. Elle a fait un deal. J'ai une petite anecdote là, que j'ai vue quelque part parce que elle avait fait... elle a produit un contenu à un moment donné. C'est que des fois, il y a des petites expériences qui permettent de voir le potentiel d'une de quelque chose qui peut devenir plus gros plus tard. Parce que tout ce qu'elle a fait avec ses livres, là, lui ont permis de probablement être numéro 1 sur Audible avec ses 2 livres. La journée qu'elle sort son podcast sur Audible, elle envoie une notification à tous ses abonnés qui vont venir écouter son podcast. Tous ceux qui ont acheté le livre, il y a des façons en ligne, là, le tracking de l'audience, c'est tellement génial. Là. C'est qu'avant, dans le monde physique, tu perdais tes fans. S'ils n'étaient pas dans ton fan club, tu les perdais. Mais maintenant, il y a des gens qui ont acheté un livre numérique. Probablement que si c'est elle qui l'a vendu, elle a probablement toutes les adresses courriels de tout ce monde-là. Et elle peut probablement les rejoindre et leur dire, écoutez, j'ai un nouveau podcast, est-ce que ça vous tente de l'écouter? Puis là, si le podcast est bon, on va le faire. C'est que, j'ai vu ça quelque part, là. Moi, j'ai tendance à geeker, je vais un petit peu trop loin. Mais elle a fait un deal avec un distributeur à un moment donné qui lui permettait d'utiliser l'infolette du distributeur pour avertir les gens du fait qu'elle a sorti un livre. Et ça l'a aussi propulsé. C'est-à-dire que elle a compris que quelqu'un qui a une grosse audience en ligne, je pense que c'était un distributeur de livres en ligne là, avec qui elle a fait un deal pour justement leur dire « Coucou, j'ai un nouveau produit ». Et elle a vu la force de ça. Puis là, elle s'est dit « Oh mon Dieu, OK, chaque produit
va être le fer de lance du prochain produit. Et tous ceux qui vont adopter, ben ils vont être au courant. C'est de la promotion déjà faite, c'est du marketing déjà fait. Donc, c'est pas à recommencer en ligne. Alors qu'en traditionnel, c'est toujours à recommencer. Tandis qu'en ligne, il y a déjà, je dirais, une toile d'araignée de construit. Je ne retrouve pas, là, j'ai vu ça quelque part dans ma recherche, je ne retrouve pas exactement la petite anecdote, mais vous voyez ce que je veux dire quand je vous parle d'utiliser quelqu'un qui a déjà, donc, une grosse audience pour les avertir. Fait que c'est ce qu'elle a fait, là, pour avertir du fait que son podcast allait arriver. Et là, évidemment, quand son podcast est devenu le succès qu'il est devenu, qui est le plus partagé sur Apple depuis longtemps, eh bien, arrive le Let Them, le livre qui s'appelle Let Them, qui est basé sur une théorie, hein, vous voyez son... C'est quand quelque chose fonctionne, ton audience aime ça, ton audience te suit parce que tu pars d'une théorie simple, mais que tu décortiques avec beaucoup de storytelling. C'est ça sa façon, donc, d'éduquer, c'est en racontant. Et là, les gens la suivent là-dedans. Donc, le Let Them, c'est un peu la théorie du « il parle dans ton dos, laisse-les faire ». Il t'est pas invité au party, c'est pas grave. Donc, c'est un livre qui semble... ça déconstruit le lâcher-prise, mais d'une autre façon. Et là, ça combien de temps qu'on parle, là? 36 minutes. Je vais quand même vous dire un petit peu, c'est qu'il y a eu de la controverse par rapport à... Évidemment, là, Mel Robbins arrive à un niveau de succès, là, qui est tellement phénoménal. Puis là, elle bat les boys. Je vous en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Elle bat Joe Rogan. Elle est numéro 1 dans plusieurs pays. Ça surprend les gens. Pourquoi elle? Parce que là, c'est plus... Moi, c'est comme, wow! OK, pourquoi elle? Mais c'est positif. Moi, je veux comprendre comment elle est arrivée là. Qu'est-ce qu'elle a fait pour arriver là? Qu'est-ce qui fait qu'elle se démarque de toutes celles qui tentent d'arriver là? Et ça me fait dire que je vais faire un épisode 3, c'est sûr, parce que il y a certaines choses que j'ai identifiées que je veux vous parler plus en détail sur sa façon de construire son succès qui fait qu'elle se différencie. Mais c'est sûr qu'un tel niveau de succès féminin, maintenant, là, c'est dangereux. Elle est rendue au moment de sa carrière où c'est très dangereux, où les gens vont commencer à chercher des bébites, où les gens vont commencer à dire « Ouais, mais là, c'est où qu'elle a fait quelque chose de pas correct? » Ça, c'est l'ADN de la chasse aux sorcières qui recommence. Alors, il commence, là, évidemment, à avoir des gens qui vont essayer de trouver des failles dans son parcours. Et là, j'ai vu là un papier sur lequel ils disent que c'est même parti en ligne. Là. À un moment donné, c'est parti en vrai, en ligne, sur TikTok, tout ça. Comme quoi, elle aurait volé la théorie du Let Them, qui aurait été basée sur un poème écrit par une créatrice de contenu qui disait un peu la genèse. Là. Ils font ça, Let Them, ils font ça, Let Them, ils font ça, Let Them. Hey! Let Them, là, c'est la théorie du lâcher-prise. Il doit avoir 1 294 livres sur le lâcher-prise, là. Puis c'est un peu comme tous les autres concepts de croissance personnelle. Tu vas acheter celui qui te ressemble, celui qui te parle, celui qui est livré par un messager qui te ressemble, avec qui tu résonnes. Le lâcher-prise, on peut le raconter de 1001 façons. Elle le raconte de cette façon-là. Et savez-vous quoi? Elle le raconte mieux que plein d'autres mondes. Puis, tu sais, l'Évangile, il prêche le même livre, le même Évangile dans des églises partout dans le monde, puis c'est jamais la même chose, puis les gens vont pas là. C'est pas tant l'information que les gens vont chercher, c'est la motivation qui va venir avec, c'est l'énergie de la personne qui leur parle. Ça fait assez longtemps que je vois des conférences pour être convaincue de cette chose-là, puis c'est pour ça que c'est une des affaires que je travaille le plus avec ceux et celles que j'accompagne, c'est ce que les gens viennent chercher quand ils viennent te voir en conférence. Oui, c'est les informations, mais c'est surtout ce que toi tu dégages, ce que toi tu propages, ce que ton intention est. C'est les gens, ce que les gens vont ressentir quand ils vont ressortir de ton spectacle ou de ta conférence. Tu passes un bon moment ou tu passes pas un bon moment. C'est sûr qu'il y a des choses que
tu vas aller chercher avec ta tête. Donc, tu sais, dans le monde de l'information ou de l'académie, oui, ça va être des informations de tête, mais dans le monde de l'entertainment, on va chercher des choses avec le cœur. C'est ça qui fait que ça devient des succès de masse et de grand public. Tony Robbins le dit souvent, il dit « Moi, j'invente rien, je m'en vais au Moyen-Orient, j'étudie auprès de grands maîtres, que ce soit indiens, bouddhistes, toutes les sortes de croyances ou de théories de devenir un meilleur être humain, des scientifiques, des neuroscientifiques, des moines, il dit, j'apprends de plein de monde, puis je reviens ici, puis je vous vulgarise tout ça, puis je vous l'explique dans un langage qui va vous faire raisonner. » Bon, bien, Mel Robbins, là, elle n'invente rien, mais elle repackage d'une façon simple, claire pour les gens. Je prends sa défense à sa place, puis il a fallu qu'elle se défende un peu de ça, mais tu sais, c'est le côté de moi qui trouve ça un peu injuste, qu'une fille qui a énormément de succès ou qui va surprendre par son innovation, par sa façon d'être, sa façon de faire, va forcément attirer la critique par envie, par jalousie, par habitude. Hein? Une femme qu'on porte au nu, on va aller essayer de la redescendre par après. C'est un peu dans... C'est un peu dans l'ADN. Dans l'histoire, je vais me permettre une dernière petite parenthèse avant de fermer l'épisode pour aujourd'hui, mais dans l'histoire, quand une femme osait prendre la parole, quand une femme osait donner son opinion, mais surtout quand cette opinion-là avait de l'influence, quand ses conseils portaient, c'est ça qu'on essayait de tuer dans l'œuf. Parce que une femme qui avait de l'influence, on avait moins de contrôle dessus. Et de briser l'influence féminine, c'était une façon de reprendre le contrôle, c'était une façon de garder le pouvoir, c'était une façon de... Les hommes avaient assez de misère à se battre pour le pouvoir entre eux. S'il fallait que les femmes viennent s'en mêler aussi, il n'y en était pas question. Alors là-dessus, ils se permettaient de ou bien les ridiculiser ou bien les rabaisser pour garder le contrôle. C'est une question de pouvoir. C'est une question de garder ça. Puis aussi, historiquement, donc, la négation des droits des femmes, c'était aussi pour garder cette main-d'œuvre-là gratuite. Hein? Une femme qui n'avait pas de pouvoir pouvait continuer de faire un paquet de main-d'œuvre à la maison gratuitement sans être payée. Alors, tu sais, c'est dans l'histoire, ça. Puis aussi, c'est dans l'histoire que les fameuses sorcières qu'on chassait, c'était des femmes qui avaient du pouvoir, qui avaient de l'influence. C'était souvent la femme dans le village qu'on allait consulter, qui avait appris l'herboristerie, qui connaissait des remèdes, qui était de bons conseils, qui était nantie aussi parce qu'on la rémunérait pour ces conseils-là. On la rémunérait pour guérir. Donc, ces femmes qui aidaient les gens puis qui avaient de l'influence et du pouvoir, c'est celles-là qu'on a portées au bûcher. Alors encore aujourd'hui, donc une femme qui va construire énormément de pouvoir va être... on va y chercher des bébites, on va chercher à déconstruire son podium. Et là, c'est ce qu'on a fait donc dans une série de plaintes là, par rapport à son livre « Let Them ». Je veux faire un 3e épisode sur Mel Robbins pour, oui, continuer de vous parler de son succès, mais d'y aller un peu plus dans son contenu. Parce que son succès est aussi lié au génie de son contenu, sa façon de faire son contenu. Puis si ça vous intéresse d'attirer les gens vers vous grâce à du contenu, vous êtes souvent, là, maintenant, c'est ce qu'on prône, vous allez publier du contenu, vous allez produire du contenu. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, qui sont dans le business du contenu. Bien, ce qu'elle dit, sa façon de le dire, mais aussi ses enseignements sont utiles pour quiconque veut développer sa carrière, être une meilleure version d'elle-même. Alors, c'est ce que je voudrais aborder avec vous dans le 3e épisode qui s'en vient sur Mel Robbins. J'espère que vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui. J'ai essayé de vous faire ça le plus détaillé, mais en même temps le moins académique possible pour rester un peu dans le récit. Là. Alors, vous me pardonnerez certains détours. Et puis, merci d'être là. Merci de m'avoir écrit aussi. J'espère que vous l'avez trouvé assez long, celui-là.
Et j'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. C'est vraiment le fun. J'ai toujours hâte de faire... j'ai une idée, c'est vraiment un beau cadeau pour moi de pouvoir vous parler chaque semaine, de vous offrir ces conseils-là, de voir que ça vous divertit, puis qu'en même temps, ça peut être aussi un petit peu nutritif. Et si vous avez des blueprints ou d'autres carrières que vous aimeriez que je décortique, n'hésitez pas à m'écrire aussi puis me faire vos demandes spéciales. Ça va me faire plaisir d'aller plus loin. Je vous ai dit que je poursuivrai Taylor Swift. Je vais faire un autre épisode sur Taylor Swift sûrement prochainement. Je vais continuer donc d'explorer ces carrières-là qui se développent avec fracas et émerveillement pour moi sur le numérique et partout dans le monde. Donc, on poursuit la semaine prochaine. Merci beaucoup.